tonnerre d'applaudissements pour Pascal Boniface. Merci en effet, merci à tous les intervenants de ces deux tables rondes, ça a été passionnant et ça a été surtout sans langue de bois. C'est ce qu'on attend de ce type de colloque, c'est de dire les choses et de le dire effectivement dans leur vérité, les vérités qui peuvent être d'ailleurs différentes, ce sont des points de vue différents et justement on avait mis ce casting de haut niveau pour avoir des points de vue différents. Pour conclure sur ce colloque sur la géopolitique du sport, on peut distinguer deux étapes. En fait, le sport a toujours été géopolitique, il y a toujours eu de la géopolitique dans le sport, mais dans un premier temps, c'était pas honteux, mais c'était caché, c'était en tout cas pas assumé. Lorsque Pierre de Coubertin réinvente les Jeux Olympiques, il a évidemment un objectif géopolitique. Le premier, c'est de contribuer à la pacification des relations internationales, et s'il a un objectif géopolitique, il est quand même de première importance, mais en même temps, il n'osait pas le dire, et même il a longtemps revendiqué, et sa phrase est souvent citée, qu'il ne fallait pas mélanger sport et politique. Et quand on dit qu'il ne faut pas mélanger sport et politique, il faut encore moins mélanger sport et géopolitique, et donc on voit la contradiction de faire quelque chose qui doit contribuer en réunissant des nobles de bonne famille, en réunissant en fait la gentry. Le Gotha, c'était le Gotha Club finalement, les premiers CIO, et donc contribuer à cela sans l'assumer. Et dès le départ, effectivement, il y a eu une assimilation géopolitique, une affirmation géopolitique, avec en plus pour Coubertin former la Grèce française à la vengeance, la revanche contre l'Allemagne pour mieux la former sportivement, puisque la défaite de 1870, elle était attribuée à une moins bonne préparation physique des Français par rapport aux Allemands, notamment avec l'implantation du pentathlon moderne, qui n'existait pas dans la Grèce antique, du fait qu'il y a le tir au pistolet, ce qui n'était pas vraiment prévu en Grèce, mais pour former donc la jeunesse. Et puis, bien sûr, les guerres mondiales sont venues et faire échouer ce projet, et l'exclusion des puissances vaincues après la Première Guerre mondiale montrait bien que l'on faisait de la politique en faisant les jeux, et que l'on voulait empêcher les vaincus de la guerre de prendre leur revanche sur la défaite militaire. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu tout le débat sur l'inclusion ou non de l'Union soviétique dans la famille olympique. On a maintenant des débats hauts sur la Russie, j'y reviendrai. Et effectivement, l'URSS a longtemps hésité à rejoindre la famille olympique parce que c'était les jeux bourgeois, c'était les jeux du capitalisme. Et ensuite, Staline a compris qu'il ne pouvait pas rester à l'écart et que c'était un bon moyen de confrontation, de compétition avec le monde capitaliste, avec une première participation à Helsinki, pas parce que c'était le pays où on avait l'indice de bonheur le plus important, mais parce que c'était un pays neutre, voisin de l'Union soviétique, et on pouvait contrôler, parce qu'il y avait quand même la crainte que tous les sportifs prennent la poudre d'escampette et rejoignent l'enfer capitaliste pour fuir le paradis socialiste. Et donc un village masculin, un village féminin, il fallait protéger les compétitions et les mœurs en même temps, mais avec un village mixte qui était le village soviétique où hommes et femmes étaient ensemble, on pouvait mieux les surveiller. Et pendant toute la guerre froide, il y a eu bien sûr une comparaison des résultats de si les États-Unis arrivaient en tête du tableau des médailles d'or, on pensait que c'était pour montrer la supériorité du système libéral américain, et si l'URSS l'emportait, c'était que les mérites du collectivisme formaient une jeunesse plus saine, et donc il y a eu sans cesse cela, et Vincent y a fait allusion, effectivement, De Gaulle, qui n'était pas un fan de sport, qui n'avait pas la passion du sport, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, a quand même été celui qui a réinventé les fondements du sport français pour que la France, dont son objectif était de lui redonner grandeur sur la scène mondiale, ne soit pas humiliée sur la scène sportive, et donc il avait lui-même compris, sans le dire bien sûr, que le rayonnement du pays passait également par le sport et qu'il fallait lutter à compétition égale avec les autres pays et donc se donner les moyens. Donc pendant très longtemps, on faisait de la géopolitique dans le sport un peu comme M. Jourdain fait de la prose, sans le savoir, sans le dire et de façon inconsciente et donc dissimulée. Maintenant, c'est franchement assumé. Maintenant, c'est même revendiqué et maintenant, il n'y a plus de mystère que le sport fait partie sur l'ensemble de la scène mondiale, sur la compétition, sur ce théâtre mondial. Et bien, les acteurs doivent investir le champ sportif parce que ça fait partie de la compétition. Pourquoi? Eh bien, c'est effectivement la conceptualisation de la différence entre hard et soft power. Le hard power, c'est le pouvoir de contrainte, le pouvoir de force, le pouvoir économique, le pouvoir militaire, les sanctions, les embargos, les guerres, les menaces, l'annexion, par exemple, d'un pays qui ne vous appartient pas. Alors que soft power,
c'est la façon de rayonner, la façon d'être populaire. Et donc cette distinction, bien sûr, le sport est un instrument majeur de soft power, au moins à valeur égale par rapport à la culture, même si, et j'adhère complètement à ce qui a été dit au cours de cette table ronde, même si ce n'est pas encore tout à fait reconnu, et même s'il y a encore traditionnellement dans les élites françaises une révérence par rapport à la culture, et si le mépris qui existait à l'égard du sport pendant très longtemps n'existe plus, néanmoins il n'est toujours pas reconnu à sa juste valeur sociétale et sa juste valeur de rayonnement. Il y a encore quand même une différence de perception qui s'exprime par les budgets, qui s'exprime par le poids des lobbies. Et moi, je suis toujours étonné quand je parle avec les instances sportives. Il y avait, avant les Jeux Olympiques, 17 millions de licenciés en France dans les différentes associations sportives. Je pense que le chiffre est beaucoup plus important du fait de l'engouement qu'ont suscité les Jeux. Normalement, c'est un lobby quand même qui devrait se faire entendre et qui devrait se faire respecter. Je ne sais pas combien il y a d'intermittents du spectacle en France, mais ils sont moins nombreux. Ils savent se faire beaucoup plus entendre que cela, parce qu'il y a toujours aussi, chez la sphère sportive, une sorte de déférence par rapport au pouvoir politique, de volonté de ne pas s'assumer comme force et de dire non. Il y a une sorte de légitimisme dans le pouvoir sportif qui peut-être l'empêche de se faire entendre et de se faire respecter comme il devrait se faire respecter. Et on l'a vu quand même avec cette tentative de hold-up qui n'a pas été punie par les tribunaux. Peut-être qu'au moment où les tribunaux deviennent sévères par rapport au détournement de fonds, mais la tentative de hold-up de Bercy, qu'a Bercy a essayé de faire sur le budget du sport, devrait peut-être être passible de peine assez importante. Et on voit bien que jamais, jamais une telle tentative n'aurait existé par rapport au budget de la culture, parce qu'il y a des totems d'immunité qui existent dans un cas et qui n'existent pas dans l'autre. Mais en tous les cas, au moins, la place du sport est reconnue, elle est revendiquée, et effectivement, on a bien vu comment ce moment enchanté, qui n'a pas été une parenthèse, cher Vincent, ce moment enchanté que l'on a tous vécu, eh bien, pour tous ceux qui sont partis à l'étranger, ou qui ont vu les étrangers après les Jeux Olympiques, ça a été quand même une formidable publicité pour la France. Ça a été quand même des cartes postales qui ont été merveilleuses. On a vu pour la première fois depuis peut-être la création de la ville des Parisiens agréables, ce qui n'est quand même pas très souvent le cas, et des étrangers qui étaient bien reçus, des policiers souriants, enfin bref, toutes choses qu'on ne voit jamais et qui ont été vraiment un moment de bonheur intégral. Au moment où le pays était soumis à un régime sévère de déprime, eh bien, on a effectivement eu un bonheur intérieur intense et un rayonnement extérieur intense. Et effectivement, les sportifs sont devenus nos ambassadeurs. Il y a quand même des moments, quand la France gagne une compétition, eh bien, je veux dire que la victoire de l'équipe de France en 1998 compte dans les noms de la France autant que l'opposition à la guerre d'Irak en 2003. Et je me rappelle qu'à l'époque, partout où j'allais, j'étais le simple fait d'être français pour ce double succès donnait une prime à la parole, alors que j'étais pour rien ni dans un cas ni dans l'autre d'ailleurs, mais ça nous donnait quand même un moyen de rayonnement extrêmement important. Et donc la France l'a compris, même si les dirigeants sont encore parfois s'implanter un peu en retard, et on voit qu'il y a de nouveaux acteurs qui arrivent effectivement, qu'il y a de nouveaux acteurs, et il en a été beaucoup question au cours de cette table ronde. En fait, tu parlais des tensions, Samuel, sur le Qatar, effectivement, en fait, on a beaucoup fait de Qatar bashing en disant les émigrés, c'est pas bien. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il y a eu en France un parti politique qui ne s'occupe pas beaucoup des émigrés, sauf pour taper le sud d'habitude, qui s'est tout à coup occupé du sort des émigrés. J'ai été auditionné sur la Coupe du Monde de Qatar par la commission de l'Assemblée nationale, c'est Jean-Louis Bourlange qui l'a invité. Effectivement, les députés du RN étaient très offensifs pour protéger les immigrés au Qatar. En France, ils sont un peu moins offensifs pour le faire, c'est ce que je leur ai fait remarquer. Mais en fait, ça a été un levier puisque le Qatar a vu changer sa législation sous la pression d'Amnesty, des organisations. Et donc pour ceux qui disaient que c'était du sport washing, eh bien, il faut voir, il y a toujours le verre à moitié plein, moitié vide. Oui, non, les émigrés ne sont pas des coqs en pâte au Qatar, mais l'organisation de la Coupe du Monde a servi de levier pour améliorer leur situation par rapport aux pays voisins. Et il faudra faire la même chose pour 2034, pour l'Arabie Saoudite. Et si ça crée des tensions de jalousie entre le Qatar et ses voisins, bah, finalement, il vaut mieux que cette jalousie s'exprime par la rivalité pour organiser des compétitions que par un blocus, comme ses voisins faisaient avant la Coupe du Monde sur le Qatar.
Et finalement, Mohamed Salman s'est dit, plutôt que de faire un blocus sur le Qatar, je vais limiter. Je vais limiter en capital de médiation politique. Et les deux pays ont une politique de médiation très forte. Il est quand même étonnant de voir que le Qatar peut héberger une réunion entre Tshisekedi et Kagame qui ne se parlent pas habituellement. Et c'est pas en Afrique que ça a lieu, c'est pas à Paris que ça a lieu, alors que Paris aurait pu être normalement la capitale pour ce type de rencontre, et que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se négocie à Riyad, la fin de la guerre se négocie à Riyad. Là aussi, on voit que cette politique de médiation a une prolongation dans la compétition pour l'organisation des compétitions, et la Russie veut copier le modèle sportif du Qatar avec des moyens beaucoup plus conséquents, bien sûr. Alors bien sûr, on peut dire que les Saoudiens font du sport bashing. Bien sûr, on peut critiquer Infantino, j'y reviendrai peut-être par la suite, qui, puisque bon, Michel Platini, l'honneur de Michel Platini a été lavé, pour moi il n'a jamais été sali, mais disons que Michel Platini a été accusé à tort de mauvaises actions, et je ne suis pas adepte des théories du complot, mais des fois il y en a. Et effectivement, on l'a empêché de devenir président pour la FIFA, et Michel Platini, tant comme président de l'UEFA, il aurait continué cette action comme dans la FIFA, aurait dirigé, pour lui, ce qui compte dans le terme, c'est c'est FIFA, c'est le football. Infantino, c'est plutôt le terme monnaie qui n'existe pas dans le sigle, qui l'intéresse. Et Michel Platini a toujours eu, dans ses fonctions de président de l'UEFA, de protéger le football, de protéger les équipes nationales, et de faire en sorte que l'argent soit éventuellement un serviteur, mais jamais un maître. Et je pense qu'Infantino inverse un peu ces deux tendances, et donc on pourra toujours regretter, mais en vain, que de mauvaises actions aient empêché Michel Platini de devenir président de la FIFA. Et peut-être que lui se serait comporté différemment par rapport à Donald Trump. Gianni Infantino était parmi les invités du petit cercle de l'inauguration de Donald Trump. Dans tous les cas, même si effectivement il y a un tour de passe-passe que Anne-Laure a très bien raconté, donc je n'y reviendrai pas, pour que l'Arabie Saoudite obtienne la Coupe du Monde 2034, mais ça c'est le côté négatif, mais en fait il vaut mieux que l'Arabie Saoudite s'ouvre au sport. Il vaut mieux que des gens viennent en Arabie Saoudite. Il vaut mieux que les Saoudiens cherchent à briller dans le domaine sportif et arrêtent d'être uniquement un vendeur de pétrole et un acheteur d'armes, mais qu'ils se mêlent aussi dans ce domaine-là. Et il vaut mieux que les femmes puissent assister à des compétitions sportives et puissent même pratiquer le sport. Et même si elles doivent le faire avec un foulard, quand un ministre de l'Intérieur s'occupe de la diplomatie, ça ne donne pas de bons résultats. Et quand il s'occupe de sport, ça ne donne pas non plus de bons résultats. Il faut laisser le ministre des Sports et le ministre des Affaires étrangères s'occuper de cela et ne pas laisser le ministre de l'Intérieur s'occuper de cela. Et donc, effectivement, il y a un tournant qui a été pris en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ne sera pas une démocratie occidentale. Il y aura toujours des discriminations. Il y a aussi, reconnaissons-le, une absence de liberté. Les femmes ont le droit de conduire, mais elles n'ont pas le droit de protester contre le régime. Tout ça est vrai. Mais, je veux dire, il faut voir d'où on part et il faut voir d'où on peut arriver. Je crois qu'on peut, bien sûr, partir de dire il faudrait que tout le monde soit pareil, il faudrait que tout le monde fasse la même chose. Mais pour revenir au titre magnifique du livre d'un de nos amis communs, un certain Maurice Courdemontagne, les autres ne pensent pas comme nous. Et ben, il faut s'y habituer et il faut en tenir compte et ne pas partir du principe qu'on a un modèle unique et qu'il faut appliquer partout. Donc tant mieux que les Saoudiens essayent de se glisser dans le monde sportif mondial, ça va les aider à changer. MBS, c'est lui qui est au pouvoir et pour longtemps. Et en fait, si le sport peut permettre de faire changer la société saoudienne, de la faire passer d'une économie de rente à une économie d'action, que les Saoudiens se bougent un peu et se mêlent dans ce mouvement-là et s'ouvrent à la globalisation au lieu de se fermer aux autres, c'est une bonne chose. Alors, par rapport à la Russie dont il a été question, effectivement, du fait du changement de Trump, la question de savoir si la Russie va être ou non réintégrée dans la famille olympique. Je dois dire que, tout en condamnant la guerre, l'agression que la Russie mène contre l'Ukraine, il faut reconnaître qu'il y a eu un statut différent pour la Russie que pour d'autres. Personne n'a demandé à ce que les États-Unis soient exclus des Jeux olympiques qui ont suivi la guerre en Irak. On a même, d'ailleurs, 2 ans après le début de cette guerre, attribué les Jeux olympiques à Londres, qui était la capitale de la guerre, par rapport à Paris, qui était la capitale de la paix. Et je crois que d'ailleurs, à l'époque, le délégué ukrainien a voté pour Londres et non pas pour Paris. Ce qui fait que l'appréciation de la paix et de la guerre peuvent être mouvantes par rapport à cela. Mais on voit bien que c'est une décision qui était une décision politique, par définition, d'exclure la Russie. Thomas Bach, dans un premier temps, disait on ne peut pas exclure tous les pays, il y a 50 conflits dans le monde, on ne peut pas exclure tous les pays qui sont en conflit. Et on voit bien que là, c'est une décision occidentale.
c'est que la Russie a été exclue, au début pour le fait de guerre, ensuite on dit non, c'est pas pour la guerre, sinon il a fallu exclure d'autres pays qui font également la guerre, et là ça commençait à devenir un petit peu compliqué, et donc on a dit c'est parce qu'ils ont intégré des mouvements sportifs du Donbass dans le mouvement russe. Ça n'explique pas l'exclusion de la Biélorussie. Donc on voit bien quand même qu'il y avait un poids occidental pour exclure la Russie, et là le fait de changer... Et d'ailleurs, David Lapartien dit depuis longtemps qu'il faut peut-être changer d'attitude par rapport à cela, mais la question va se poser d'autant plus avec Donald Trump qui, lui, fait un mouvement de rapprochement. Effectivement, pour revenir à Donald Trump, il est très curieux que quelqu'un pour qui, en réalité, toutes les valeurs du sport sont étrangères. Les valeurs d'inclusion, les valeurs de vouloir vivre ensemble, les valeurs d'ouverture sont aussi étrangères à Donald Trump que... voilà. Et c'est l'homme qui va accueillir à la fois les Jeux Olympiques, à la fois la Coupe du Monde de football, et aussi la Coupe du Monde des clubs de football qui va avoir lieu également aux États-Unis. Et effectivement, comme c'était dit, la Coupe du Monde de football, il va l'accueillir avec deux pays avec lesquels il était déjà en mauvais termes lorsqu'il l'a obtenu. Et puisqu'on parle des conditions d'obtention de la Coupe du Monde, rappelez-vous que le Maroc était très légitime, c'est un vrai pays de football, à obtenir cette Coupe du Monde qui était en compétition avec les États-Unis et la triple candidature canado-mexicano-américaine pour 2026. Le Maroc a été battu. Pourquoi? Parce que Donald Trump, pour qui le football est plus... Rappelez-vous que quand même le football c'est un peu curieux et que pour certains républicains disaient que Obama n'était vraiment pas un vrai Américain puisque ses filles jouaient au football. Et que donc c'était un soccer, pas de football bien sûr. Donc c'est vraiment le signe de la non-américanité d'Obama qui, chacun sait, est né au Kenya. Selon Donald Trump en tous les cas. Et donc il avait obtenu la Coupe du Monde de football contre le Maroc en disant que les pays qui ne voteraient pas pour lui, puisque suite au scandale précédent, le vote était public, chaque pays membre de la FIFA avait une voix, c'était une nation, une fédération, une voix, le vote était public et Donald Trump avait menacé les pays qui ne voteraient pas pour la candidature américaine, à l'exception du Canada, le Mexique, ça ne comptait pas beaucoup, seraient sanctionnés. C'était la première fois. Bien sûr, tous les présidents, et ça marche quand c'est comme ça, quand il y a une bonne alliance entre le pouvoir sportif et le pouvoir politique. C'est comme ça qu'on a obtenu Paris 2024. C'est comme ça qu'on a obtenu l'Euro 2016. C'est comme ça qu'on obtient quand il y a une garantie de l'État, mais qu'on met au premier plan les sportifs et non pas les responsables politiques. C'est aussi peut-être un peu comme ça qu'on a perdu 2012, parce que peut-être que le président de la région de France n'avait pas rêvé le mouvement sportif international à l'époque. Je dis ça comme ça un peu par hasard. Et donc, si on met cela en avant, on voit quand même que, bien sûr, tout sans Mandela, l'Afrique du Sud n'a peut-être pas la Coupe du Monde en 2010, bien sûr. Enfin, c'est vraiment Elula à compter pour que le Brésil obtienne ce double succès Coupe du Monde, Jeux Olympiques. Mais jamais, jamais, pour l'instant, les présidents, les pouvoirs politiques s'engageaient sur tel du soft power pour dire mon pays est le plus magnifique, c'est mon pays qui est le plus légitime pour obtenir l'organisation de cette compétition, et ça va être la plus belle des compétitions. Donald Trump, lui, il a menacé. Il a utilisé le hard power pour obtenir l'organisation d'une compétition au soft power. Et il continue. Il continue. Ça va être assez amusant de voir comment il va faire pour... alors peut-être que d'ici là, il aura annexé le Canada, donc il y aura un pays organisateur de monde, on ne sait pas. Et peut-être qu'il y aura plus de barrières commerciales avec le Mexique, mais il est quand même... C'est compliqué de dire qu'il co-organise la Coupe du Monde avec un pays de violeurs et d'assassins et un pays de gens qui peut-être ne méritent pas d'être une nation puisque leur destin est d'être accueillis au sein comme 51e État de la Fédération américaine. Et donc on voit bien que Donald Trump est vraiment à l'opposé de toutes ces valeurs-là et il va être assez intéressant de voir comment et la FIFA et le CIO vont résister à ces demandes. Est-ce que tous les pays, tous les sportifs pourront venir? Est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes de visa? Est-ce que les lois sportives seront respectées et non pas les lois qu'il veut imposer? Carole a parlé effectivement de la présidente tranchante, mais qui est déjà un problème au sein du mouvement sportif, mais en tous les cas, ça sera au mouvement sportif de résoudre ce problème-là, et pas à Elon Musk et à Donald Trump de décider pour le mouvement sportif. Et là, il faudra quand même voir si, et j'ai anime plus de confiance dans le CIO que dans la FIFA, tels qu'ils sont l'un et l'autre, pour résister à cette volonté un peu d'imposer des règles qui ne peuvent pas être imposées par l'hyperpuissance américaine. Et donc, cela, on voit vraiment que
Et sinon, puisqu'on a beaucoup parlé de guerre, la définition d'Orwell, que Lucas a cité au début, oui, il y a l'exemple de la guerre du Faubourg en 69 entre le Salvador et Honduras, mais chacun sait que les éléments objectifs de la guerre existaient auparavant, mais sinon, quand même, le sport en général, c'est quand même l'ouverture sur les autres. C'est la première image qu'un enfant aura de l'étranger, c'est l'image d'un sportif étranger qui n'a pas sa nationalité, dont il se fiche des convictions politiques ou des croyances, mais qui l'admire. Et donc, c'est toujours un rapprochement, et effectivement aussi un rapprochement par rapport au racisme. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de racisme dans le sport. Bien sûr, il y a du racisme dans le sport, mais admettez quand même qu'il est combattu bien plus activement dans l'instance sportive que partout ailleurs. La moindre insulte sportive dans le sport est condamnée, fait beaucoup de débats, et on retrouve ceux qui l'ont émis, et ils sont sanctionnés. C'est pas, ça se passe pas toujours comme ça dans les autres endroits, y compris dans des endroits officiels. Et donc je pense que le sport fait beaucoup plus pour combattre le racisme, ne serait-ce que parce qu'on a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre pour jouer, et qu'un peu partout, on voit que ça permet aux gens de se rassembler, de se connaître, de se s'ouvrir sur les autres. Outre tous les bienfaits du sport qui ont été rappelés sur la santé, effectivement, Vincent parlait des dangers de la sédentarité. Quand on regarde le taux d'obésité au niveau mondial, les deux sont liés, bien sûr, on voit qu'il y a des enjeux extrêmement forts, mais aussi c'est que le sport, c'est quand même la fraternité, et dans un monde qui est de plus en plus clivé, dans un monde où les gens sont de plus en plus dans leur couloir de nage, et dans un monde où les affrontements deviennent de plus en plus importants, eh bien, le sport est vraiment quelque chose qui vient limiter les affrontements, qui vient effectivement lubrifier les relations internationales. Et Guy a évoqué, je me rappelle, c'était en 2012-2013, on avait fait un article avec Lilian Thuram pour évoquer une co-organisation de la Coupe du Monde par la Palestine et Israël au cas où il y ait la paix. Mais malheureusement, on voit que ce n'est pas l'actualité, que le sport a bien des mérites. Ce n'est pas une baguette magique. On ne peut pas lui demander plus qu'il ne peut faire. Et si l'ONU, les États-Unis et aucun pays du monde ne peut ramener la paix, dit surtout les deux protagonistes, eh bien, le sport n'a pas cette capacité. Mais il peut aider dans bien des cas. Et le général de Villiers, qui est notre ancien chef d'état-major des armées, disait que lorsqu'il commandait les forces onusiennes en ex-Yougoslavie, dès qu'il pouvait organiser une compétition sportive, ça prouve que la vie recommençait. En fait, c'est assez simple. Pour en parler de sport et de guerre, et on participe tous les deux avec beaucoup de bonheur avec Anne-Laure à Peace and Sport chaque année. En fait, c'est assez simple, la vérité. C'est que quand il y a du sport, généralement, il n'y a pas la guerre. Les pays qui se font la guerre pour les sorts. Mais quand il y a guerre, il n'y a pas de sport. Donc, s'il faut choisir, préférons le sport. Je vous remercie.